Partant, elle ne tiendra pas compte de cet argument. En ce qui concerne le grief fait à la chambre de première instance de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il avait été placé en détention surveillée par le HVO pendant près de 2 ans après sa tentative de reddition en 1997, la Chambre d'appel note qu'il est en effet incertain que la Chambre de première instance a précisément tenu compte de ce fait. Cela étant, même si cet élément n'a pas été pris en compte, la Chambre d'appel estime que l'appelant n'a pas établi l'incidence qu'il aurait pu avoir sur la peine, d'autant qu'il n'a pas expliqué pourquoi il était resté sous la garde du HVO. La Chambre d'appel conclut que l'appelant n'a pas établi que la Chambre de première instance avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de cet élément. Pour ce qui est de la balance entre la gravité des crimes commis par l'appelant et sa situation personnelle, la Chambre d'appel rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle une chambre de première instance peut mettre en balance, d'une part, les circonstances atténuantes et d'autre part, des éléments tels que la gravité du crime, les circonstances particulières de l'espèce, ainsi que le mode et le degré de participation de l'accusé au crime. La Chambre d'appel note qu'en l'espèce, lorsqu'elle a apprécié les éléments à prendre en compte dans la sentence, la Chambre de première instance a estimé que les crimes commis par l'appelant étaient extrêmement graves. Outre le caractère profondément choquant de ces crimes, la Chambre de première instance a tout particulièrement tenu compte de la manière dont ces derniers avaient été exécutés et des conséquences qu'ils avaient eues pour les victimes. La Chambre d'appel estime qu'en appréciant ces circonstances propres à l'appelant, la Chambre de première instance a aussi tenu compte, à juste titre, de la gravité des crimes. Cette branche du deuxième moyen d'appel soulevé par l'appelant est donc rejetée. Pour ce qui est de l'argument sur la coopération de l'appelant, selon lequel la Chambre de première instance n'aurait pas tenu compte de son attitude conciliante avant le plaidoyer de culpabilité, la Chambre d'appel estime que l'appelant, en n'expliquant pas en quoi la Chambre de première instance aurait commis une erreur manifeste, ne s'est pas acquitté de la charge de la preuve qui lui incombe en appel. Ces arguments sont donc rejetés car manifestement infondés. En ce qui concerne l'importance du plaidoyer de culpabilité et de l'exposé des faits, la Chambre d'appel rappelle que l'accord sur le plaidoyer doit seulement, au terme de l'article 62 bis 4 du règlement, reposer sur des faits suffisants admis par les parties, ceci étant apprécié lors de l'évaluation du plaidoyer de culpabilité. Cela n'empêche toutefois pas la Chambre de première instance de considérer toute information supplémentaire fournie par l'accusé allant au-delà des faits suffisants nécessaires pour accepter le plaidoyer. La Chambre d'appel conclut qu'en tenant compte du fait que l'appelant avait fourni des informations concernant d'autres crimes lorsqu'elle a apprécié la valeur de son plaidoyer de culpabilité et considéré que celui-ci constituait une circonstance atténuante importante, la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur manifeste en accordant à cet élément aucun poids particulier venant s'ajouter à celui déjà important qu'elle avait accordé au plaidoyer de culpabilité. Quant à l'argument de l'appelant selon lequel il aurait contribué à dresser un constat du passé,
La Chambre d'appel estime que bien que la Chambre de première instance ne l'ait pas expressément dit, cette contribution est par nature prise en compte dans le poids accordé au plaidoyer de culpabilité. En effet, la contribution de l'accusé à l'établissement de la vérité est l'un des motifs avancés dans la jurisprudence du tribunal de Séan et celle du tribunal pour le Rwanda pour considérer le plaidoyer de culpabilité comme une circonstance atténuante et elle a, à ce titre, pesé dans la décision de la Chambre de première instance d'accorder un poids important au plaidoyer de culpabilité de l'appelant. S'agissant de l'argument de l'appelant, selon lequel il convient d'attacher une importance particulière au fait qu'il a été le premier accusé dans une série d'affaires relatives à la vallée de la Lachwa à plaider coupable avant le procès, la Chambre d'appel note que lorsqu'elle a apprécié la valeur du plaidoyer de culpabilité et des remords de l'appelant, la Chambre de première instance a précisément tenu compte de ce fait. Partant, la Chambre d'appel estime que l'appelant n'a pas établi que la Chambre de première instance avait commis une erreur d'appréciation. S'agissant enfin de l'affirmation de l'appelant selon laquelle son plaidoyer de culpabilité a permis de réaliser d'importantes économies d'argent, de temps et d'autres ressources, la Chambre d'appel note que cette question a été soigneusement examinée par la Chambre de première instance qui a conclu que l'économie faite d'un long procès était certes un élément dont il faut tenir compte dans la sentence, mais qu'il ne fallait pas lui accorder trop d'importance. La Chambre d'appel estime qu'en l'espèce, l'appelant n'a pas établi que la Chambre de première instance avait commis une erreur manifeste en appréciant la valeur de son plaidoyer de culpabilité. La Chambre d'appel conclut par conséquent que l'appelant n'a pas démontré en quoi ces circonstances qui ont largement contribué à l'atténuation de la peine auraient dû être prises en compte séparément dans le cadre de la coopération et auraient mérité un poids supplémentaire. Cette branche du deuxième moyen d'appel soulevé par l'appelant est rejetée. Ensuite, l'appelant soutient que la Chambre de première instance aurait dû prendre en compte sa coopération avec le procureur en tant que coopération sérieuse et étendue et lui accorder du poids en tant que tel, tandis que la Chambre de première instance a considéré cette coopération comme modérée. Bien que la coopération avec le procureur soit la seule circonstance atténuante citée expressément dans le règlement, la Chambre d'appel souligne que le sérieux et l'étendue de la coopération n'y sont pas définis et que c'est à la Chambre de première instance d'apprécier l'étendue et la nature de la coopération fournie par l'appelant. L'appréciation de l'étendue et du sérieux de la coopération dépend essentiellement des circonstances particulières de l'espèce. Cette appréciation ne saurait porter que sur un seul des actes d'un accusé, mais sur l'ensemble des efforts qu'il a entrepris dans ce sens. La qualification de la coopération d'un accusé avec le procureur comme sérieuse et étendue dépendra en particulier de la quantité et de la qualité des informations fournies. La Chambre d'appel estime que cette qualité se mesure essentiellement à la teneur précise de ces informations. À ce propos, la communication de nouvelles informations présentées pour la première fois au tribunal doit être considérée comme un élément particulièrement important. Dès lors, la teneur des informations fournies n'est pas le seul élément à prendre en compte pour apprécier la qualité de ces informations, puisque celle-ci dépend également du sérieux avec lequel l'accusé a fourni ces informations. Enfin, la Chambre d'appel considère que l'utilisation concrète de ces informations par l'accusation dans d'autres affaires portées devant le tribunal ne suffit pas à prouver la qualité de ces informations.
À la lumière de ces conclusions, la Chambre d'appel a tout d'abord déterminé si la Chambre de première instance, en évaluant la coopération de l'appelant avec le procureur, a pris en compte, comme il convenait, tous les éléments de preuve qui lui avaient été présentés. En ce qui concerne les documents fournis par l'appelant en 1997, la Chambre d'appel souligne que la Chambre de première instance a tenu compte de leur utilisation dans d'autres affaires et qu'elle a donc retenu le fait que l'appelant les avait fournis pour apprécier sa coopération avec le procureur. En ce qui concerne l'évaluation par la Chambre de première instance de la valeur de la base factuelle sur laquelle repose le plaidoyer de culpabilité, la Chambre d'appel, tout en exprimant son accord avec la Chambre de première instance pour dire que l'utilisation de ces informations ne suffit pas à prouver leur qualité, note que les références à l'appelant dans la procédure relative à la demande en révision dans l'affaire Blaskich suggèrent une certaine utilité de ces informations pour le procureur. Néanmoins, la Chambre d'appel souligne que la coopération doit être considérée dans son ensemble. La Chambre d'appel souligne que dans le cadre de cette analyse, il convient d'accorder une attention toute particulière à la volonté qu'a l'accusé de coopérer, qui inspire ses efforts et dont témoigne tout particulièrement le sérieux avec lequel il communique des informations à l'accusation. En l'espèce, la Chambre d'appel fait observer que la Chambre de première instance, tout en tenant compte du fait que l'appelant était prêt à déposer dans d'autres affaires, a noté qu'il avait refusé de rencontrer l'accusation pour être interrogé. La Chambre d'appel relève également que l'accord sur le plaidoyer présenté à la Chambre de première instance ne précisait pas, contrairement à d'autres, que l'appelant s'était engagé à coopérer. Au vu de ces éléments, la Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur en déclarant que l'appelant, s'il n'a pas fait obstruction, n'a pas pour autant fait preuve d'un engagement à coopérer avec l'accusation. Par conséquent, la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur au vu des éléments de preuve en qualifiant la coopération de l'appelant de modérée. Pour ce qui est des moyens de preuve supplémentaires, la Chambre d'appel prend note que des éléments fournis par l'appelant ont été utilisés dans les affaires Blaskich, Kordich et Xerkes, ainsi qu'au sein des éléments justificatifs présentés avec l'acte d'accusation dans l'affaire Ljubicic et au cours du transfert de cette affaire au procureur de Bosnie-Herzégovine en vertu de l'article 11 bis du statut. La Chambre d'appel retient également que ces éléments ont été utilisés au cours de la procédure relative à la demande en révision dans l'affaire Blaskich, mais simplement en tant que preuve concordante. La Chambre d'appel n'est donc pas convaincue que la qualité et la quantité de l'information contenue dans les moyens de preuve supplémentaires est de nature à conclure à une coopération sérieuse et étendue de la part de l'appelant. Considérant les moyens de preuve supplémentaires admis en appel pris conjointement avec les éléments de preuve devant la Chambre de première instance, la Chambre d'appel conclut que l'appelant n'a pas démontré que sa coopération était en fait sérieuse et étendue. Cette branche du deuxième moyen d'appel soulevé par l'appelant est donc rejetée. Pour ce qui est de l'argument de l'appelant selon lequel la Chambre de première instance n'a pas tenu compte comme il convient de l'importance toute particulière de sa coopération pour les habitants d'Amichi, la Chambre d'appel observe d'emblée que l'appelant reconnaît que la Chambre de première instance a tenu compte de son comportement après le conflit. La Chambre de première instance a conclu que les efforts déployés par l'appelant
pour tenter de se racheter était l'expression de remords sincères et a convenu que le fait qu'il avait reconnu ses méfaits était extrêmement important pour la communauté tout entière et contribuait à l'apaisement et à la réconciliation. La Chambre d'appel observe que la Chambre de première instance a estimé que les remords sincères exprimés par l'appelant constituaient une circonstance atténuante importante à laquelle elle a accordé un poids important. L'appelant n'a pas démontré pourquoi la Chambre de première instance aurait dû tenir compte de ces éléments séparément et leur accorder du poids en tant qu'effort de coopération, alors qu'elle les a par ailleurs retenus comme circonstances atténuantes auxquelles elle a accordé un poids important. La Chambre d'appel estime en particulier que la Chambre de première instance pouvait parfaitement considérer que l'aide qu'il avait apportée à la localisation des lieux des crimes et des lieux d'inhumation, ainsi qu'aux opérations de déminage, témoignaient de ses efforts et des efforts qu'il avait entrepris pour racheter ces crimes. Elle n'était pas tenue de prendre en compte ces éléments pour apprécier sa coopération. Cette branche du deuxième moyen d'appel soulevé par l'appelant est donc rejetée. Enfin, pour ce qui est de l'argument de l'appelant, selon lequel l'expression de remords sincères qui va au-delà du simple fait de reconnaître ses crimes en plaidant coupable est l'une des circonstances atténuantes les plus significatives et les plus complètes. La Chambre d'appel rappelle que la Chambre de première instance a estimé que les remords sincères exprimés par l'appelant étaient une circonstance atténuante à laquelle elle accordait un poids important. La Chambre d'appel considère que l'appelant n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait commis une erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. En conséquence, cette branche du deuxième moyen d'appel soulevé par l'appelant est rejetée. Par ces motifs, le deuxième moyen d'appel de l'appelant est rejeté dans son intégralité. Dans son troisième moyen d'appel, l'appelant soutient que la Chambre de première instance, après avoir jugé que les circonstances atténuantes considérées ensemble justifiaient un allègement important de la peine, a commis une erreur d'appréciation en réduisant la peine totale de 5 ans seulement. La Chambre d'appel note qu'après avoir déterminé le poids à accorder aux circonstances atténuantes, la Chambre de première instance a conclu que le fait que Miroslav Bralo a plaidé coupable à la date où il l'a fait, qu'il a exprimé des remords, qu'il a fait des efforts pour se racheter et qu'il s'est livré de son plein gré au tribunal sont des éléments qui, considérés ensemble, justifient une modification substantielle de la peine qui serait autrement appropriée. L'appelant approuve cette conclusion, mais affirme que compte tenu de l'objectif plus large du tribunal de garantir la justice, la paix et la réconciliation dans la région, la Chambre de première instance, lorsqu'elle a apprécié le poids à accorder aux circonstances atténuantes, a commis une erreur en interprétant de manière trop restrictive la mission dévolue au tribunal. La Chambre d'appel est d'accord avec l'appelant pour dire que les travaux du tribunal font partie du processus de réconciliation et contribuent au maintien de la paix et de la sécurité dans la région, une fonction inhérente au tribunal depuis sa création. Elle considère toutefois que la Chambre de première instance avait parfaitement connaissance de ce rôle et qu'elle en a expressément tenu compte lorsqu'elle a examiné les finalités de la peine. En ce qui concerne l'argument avancé par l'appelant, selon lequel la Chambre de première instance n'a pas accordé suffisamment de poids à cet élément, la Chambre d'appel rappelle que même si la réconciliation dans la région et le rétablissement et le maintien de la paix sont des finalités importantes de la sanction, ce ne sont pas les seuls. Comme la Chambre de première instance l'a précisé à juste titre, les finalités de la peine
sont clairement définies dans la jurisprudence du tribunal. En particulier, la Chambre d'appel rappelle que pour fixer la peine, le tribunal accorde une importance particulière au principe de rétribution et de dissuasion. La Chambre d'appel a déjà jugé que la Chambre de première instance avait examiné en détail toutes les circonstances atténuantes et aggravantes en l'espèce et qu'elle leur avait accordé le poids qui convenait. Elle rappelle en particulier que la Chambre de première instance a expressément tenu compte des remords sincères de l'appelant et de sa contribution personnelle à la réconciliation dans la région. Lorsqu'elle a analysé son plaidoyer de culpabilité et qu'elle a accordé un poids important à ces éléments. La Chambre d'appel conclut par conséquent que l'appelant n'a pas démontré que la Chambre de première instance a mal appliqué les principes gouvernant la fixation de la peine au tribunal. Concernant l'argument de l'appelant, selon lequel la Chambre de première instance n'a pas réduit sa peine de manière à rendre pleinement compte de l'allègement important qui, selon elle, était justifié au vu des circonstances atténuantes pertinentes, la Chambre d'appel rappelle que les circonstances atténuantes, une fois établies, n'ouvrent pas droit automatiquement à un crédit venant en déduction de la peine encourue. La Chambre de première instance est simplement tenue d'en tenir compte dans la sentence. En l'espèce, la Chambre d'appel note que la Chambre de première instance a effectivement tenu compte des circonstances atténuantes pertinentes pour fixer la peine de l'appelant. La Chambre d'appel souligne qu'il appartient à l'appelant de montrer que la Chambre de première instance a outrepassé ses pouvoirs en fixant la peine. En l'espèce, la Chambre d'appel considère que l'appelant n'a pas démontré que la Chambre de première instance a commis une erreur manifeste de droit ou de fait dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation pour déterminer la peine appropriée. Par ailleurs, la Chambre d'appel est d'avis que l'appelant n'a pas démontré que la Chambre de première instance a manqué de transparence en procédant à la réduction de la peine. Selon elle, la Chambre de première instance a clairement mis en balance les circonstances atténuantes et aggravantes et la gravité des crimes commis par l'appelant. Enfin, pour ce qui est du mode de calcul du poids accordé aux circonstances atténuantes dans la peine, la Chambre d'appel considère que toute modification de celle-ci doit être appréciée à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce et que l'on ne saurait procéder à une simple soustraction. Comme il a été dit plus haut, la Chambre de première instance a apprécié comme il convenait toutes les circonstances de l'espèce avant de fixer la peine. La Chambre d'appel ne peut prononcer une autre peine que lorsque celle prononcée par la Chambre de première instance ne peut être conciliée avec les principes gouvernant la détermination de la peine au tribunal. En l'espèce, et compte tenu en particulier de la gravité des crimes commis et des circonstances aggravantes que l'appelant n'a pas contestées, la Chambre d'appel considère que l'appelant n'a pas démontré que la peine prononcée à son encontre était à ce point déraisonnable qu'elle constitue
une erreur d'appréciation de la part de la Chambre de première instance. Il n'a pas non plus établi que la peine prononcée allait à l'encontre des principes gouvernant la détermination de la sentence au tribunal. Par ces motifs, le troisième moyen d'appel soulevé par l'appelant est rejeté dans son intégralité. Parvenu au terme de son analyse et ayant considéré toutes les circonstances particulières de cette affaire, la Chambre d'appel est arrivée à la conclusion qu'une réduction de la peine ne serait pas justifiée. Aussi, la Chambre d'appel, statuant à l'unanimité, confirme la peine de 20 ans imposée par la Chambre de première instance. Je vais maintenant donner lecture du dispositif de l'arrêt rendu par la Chambre d'appel. Monsieur Bralot, veuillez vous lever, je vous prie. Voici donc le dispositif de l'arrêt. Par ces motifs, la Chambre d'appel, à l'unanimité, en application de l'article 25 du statut et des articles 117 et 118 du règlement de procédure et de preuve, vu les écritures respectives des parties et leurs exposés à l'audience du 9 février 2007, siégeant en audience publique, rejette les moyens d'appel soulevés par l'appelant, confirme la peine de 20 ans d'emprisonnement infligée par la Chambre de première instance, ordonne, en application des articles 103C et 107 du règlement, que l'appelant reste sous la garde du tribunal international jusqu'à ce que soient arrêtées les dispositions nécessaires pour son transfert vers l'État dans lequel il purgera sa peine. Monsieur Bralot, vous pouvez vous rasseoir. Monsieur le greffier, veuillez, je vous prie, distribuer les copies de l'arrêt aux parties. Nous vous remercions tous et je suis désolée si je suis allée par moments un peu trop vite. L'audience est levée. All rise.